Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de participer au Jeudi de Lima. Je remercie Mahati Kabal, l'organisateur en chef de cet événement, de m'avoir à nouveau invité pour animer un débat sur un thème important, l'immigration. L'immigration qui fait l'objet d'un débat permanent, continu, réactivé en particulier depuis le milieu des années 70, dans un contexte qu'on connaît, un contexte particulier, celui de l'irruption du chômage massif, celui aussi marqué par une vulnérabilité de la société, et celui également d'une mondialisation, d'une nouvelle vague de mondialisation qui a changé en partie le visage de l'immigration. C'est donc dans ce contexte que la politique s'est saisie ou ressaisie de l'immigration, de manière passionnelle, de manière parfois trop irrationnelle, suscitant même des réactions épidermiques dans le débat public. C'est pourquoi il est important, malgré tout, de se saisir de ce thème, parce qu'il est possible d'avoir un débat serein sur l'immigration, un débat fondé sur des faits, des données, mobilisant à la fois des experts, des scientifiques, des chercheurs. Et c'est pourquoi nous avons la chance d'avoir deux invités experts de la matière, avec d'abord Madame Catherine Witold-Wenden. Bonjour Madame, directrice de recherche émérite au CERI, au CNRS, enseignante à Sciences Po, spécialiste des migrations internationales et auteur en particulier de deux ouvrages récents, Immigration, chance ou menace, et La géopolitique des migrations aux éditions Erol. Et puis nous avons également la chance d'avoir parmi nous Monsieur Didier Lesky. Bonjour. Haut fonctionnaire et actuellement directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auteur également d'un, alors pas d'un ouvrage, mais d'une réflexion intitulée « Ce grand dérangement, l'immigration en face », publié récemment aux éditions Gallimard dans la collection Tract. Alors, je remercie nos invités d'être présents pour échanger, plus que d'avoir un débat forcément qui serait polémique, parce que malheureusement la mode est à la polémique dès lors qu'il s'agit d'échanger sur ce type de thématique. Vous allez démontrer, à mon avis, qu'il est tout à fait possible d'échanger à travers un débat contradictoire et serein autour de cette thématique de l'immigration, que je trouve particulièrement intéressant dans le contexte actuel, notamment parce que on a l'impression que l'immigration quand même change de visage. On a affaire à de nouveaux profils, notamment au regard de la toute dernière vague d'immigration. Alors, il faudrait identifier cette toute dernière vague dans la mesure où elle est continue en réalité, mais j'ai l'impression que de nouveaux profils s'affirment, notamment au regard de la proportion de femmes et de diplômés parmi nos derniers arrivants en France. Alors, j'ai d'abord me tourner vers Madame Witold-Wenden pour m'interroger et vous interroger sur cette question du profil actuel des derniers arrivants. Alors, merci beaucoup de m'inviter ici. Je remercie aussi Mahati Kabal qui m'a invité plusieurs fois dans ce beau lieu de l'Institut du monde arabe. Et donc, effectivement, les profils ont beaucoup changé. En ce moment, je suis en train, ce que je disais à Didier Lesky, de préparer un livre sur Figure de l'autre pour CNRS Éditions. Donc, je me suis replongée dans toute une série de notes et de discours des périodes de 70 et même avant, bien sûr, depuis 1850. Ce qui me frappe, c'est la très grande stabilité des stéréotypes, mais ce sera peut-être un autre sujet. Mais ce nouveau visage, il apparaît aussi dans les termes, dans les façons de catégoriser les migrants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion dans le discours entre les réfugiés
et les migrants économiques ou du regroupement familial. Je rappelle que le regroupement familial est l'un des premiers facteurs de migration vers les pays européens avec les États-Unis, puisque la France est le plus vieux pays d'immigration en Europe, il faut le rappeler. On parle presque entièrement des réfugiés, presque partout, les réfugiés. Donc ça, c'est une image qui était inexistante. Je me suis replongée dans les années 70. C'était un sujet complètement marginal. Ça allait de soi qu'on allait accueillir les réfugiés du Vietnam ou par exemple, du Chili. C'était pas un sujet, si j'ose dire. C'était pas du tout un sujet. Et donc ça, c'est quelque chose qui a énormément changé. L'autre aspect, effectivement, c'est ces nouvelles figures, notamment féminines. À l'échelle mondiale, les femmes représentent 48% des migrants internationaux, 51% en Europe. Donc, mais elles sont souvent un peu invisibles parce qu'elles sont souvent dans des métiers où elles sont enfermées toute la journée, si j'ose dire. Les métiers notamment du care, comme on dit, les fameuses badanti en Italie qui gardent les personnes âgées ou les enfants, mais aussi nombreuses, bien sûr, en France. Également les métiers de la confection, par exemple, où elles sont effectivement dans des ateliers plus ou moins clandestins, fermés toute la journée. Donc, et puis les métiers, disons, des travaux domestiques et du nettoyage industriel. Donc, ces femmes, mais il y en a aussi de plus en plus de diplômés, des nouvelles figures, des femmes écrivains, etc. On a une multiplicité aujourd'hui des figures des migrants qui n'a rien à voir avec le migrant travailleur, ce qu'on appelait le travailleur étranger des années 60 ou 70. Donc là, il y a eu une diversification également du paysage migratoire avec les nationalités. On a beaucoup de nationalités qui étaient quasiment inexistantes en France, mais dans d'autres pays européens aussi, il y a 40 ans, 50 ans. Et aujourd'hui, on a une diversification accrue de tous ces profils, aussi bien socio-économiques qu'en termes de culture et de nationalité, effectivement. Je vous remercie. Qu'en pensez-vous, Didier Lesquet? Est-ce que vous tirez le même diagnostic Oui, bien sûr, le diagnostic est évident. Si vous voulez, il y a un découplage depuis la fin des années 70, disons, pour aller vite entre travail et immigration. C'est ça la donnée fondamentale, avec, comme pour la France, mais le premier poste migratoire, c'est le regroupement familial, avec d'abord le rapprochement des conjoints de Français. En réalité, c'est la venue de personnes qui ont un droit au séjour, un droit acquis au séjour avant même, d'une certaine manière, d'arriver. La deuxième chose, c'est les conditions générales d'accueil avec ce découplage entre travail et immigration, avec une situation où on a perdu une partie du travail qui était possiblement offert aux personnes pouvant venir. Et du coup, ça a eu un impact aussi sur le vocabulaire, comme dit Catherine Vittel de Vinden. On parle du migrant, qui est une manière de ne plus parler du travailleur immigré. Le travailleur immigré, il avait une fonction sociale. Et il y a eu une sorte de jeu, je dirais, entre d'un côté des associations, de l'autre côté des gouvernants, pour parler que du migrant. Les uns pour dire il faut ne pas se poser la question de qui on accueille et comment, et les autres pour dire, au fond, est-ce qu'on a à les accueillir ou pas? Et la question des réfugiés est devenue une question vraiment qui obscurcit la question de la migration et de l'intégration, et je dirais même qui amène à avoir des débats déraisonnables, dérangés au sens français du terme. C'est pour ça que j'ai appelé mon texte « Ce grand dérangement », parce qu'on voit bien qu'on ne parle pas de la même chose, et en réalité, en globalisant, on refuse d'aller dans le détail. Or, il faut aller dans le détail. Et la migration concerne des populations différentes et qui ont des problèmes spécifiques à chaque fois, des dynamiques culturelles qui sont différentes. Et la caractéristique globale de l'Europe, en particulier, c'est l'élargissement du spectre des différences. Et c'est ça qui est notable. En ce sens-là, par exemple, on ne peut pas dire que l'Europe serait une forteresse, puisque la démonstration qui a été faite sur 40 ans, c'est qu'elle s'est ouverte à des tas de populations différentes. Et justement, si on retient cette relation dialectique entre travail et immigration, précisément, est-ce qu'on constate plus de diplômés parmi les migrants économiques, ce qui susciterait justement un changement de cette relation entre travail et immigration, et par voie de conséquence, à terme du moins, un changement de la perception du migrant? Écoutez,
En ce qui concerne la France, par exemple, le rapport qu'a fait l'OCDE, très important sur l'accès au travail des migrants, note qu'en France, 40% des migrants ne sont pas ou peu diplômés. Bon, ça veut dire que 60% le sont. Ça, mais en même temps, la difficulté que nous avons, c'est la prise en charge justement de cette minorité dans un pays qui a perdu une grande partie du travail peu ou pas qualifié, puisque la dynamique du marché de l'emploi en Europe et en France, c'est la perte d'emplois industriels qui était un débouché important pour des migrants qui venaient et dont l'aspiration est celle d'accéder le plus rapidement possible à l'autonomie. Et donc cette perte du travail peu qualifié ou pas qualifié, eh bien, c'est la perte d'une première marche vers l'intégration, vers un parcours, je dirais, positif. Et en ce moment, la crise sanitaire que nous traversons est en train de le révéler particulièrement. Si on a une montée de la faim, pour dire des choses très clairement, par exemple dans un département comme la Seine-Saint-Denis, c'est parce que la restauration s'est fermée, le bâtiment s'est en grande partie écroulé dans la mise en chantier, et c'était des lieux de débouchés possibles, mais on pourrait rajouter d'autres choses. La disparition des caissières est un phénomène social important, c'est-à-dire c'est un développement technique, mais qui amène à la restriction du nombre d'emplois potentiellement accessibles, en particulier, même s'il n'y a pas que des caissières, il y a aussi des caissiers, mais en particulier pour les femmes. Et donc c'est la structure du marché du travail propre à chaque pays qui peut expliquer également une différence dans l'appréhension, de la conception et de la politique même migratoire. Je pense notamment à la différence entre la France et l'Allemagne. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que, en même temps, le Covid a montré la dépendance l'interdépendance même qu'avaient les pays européens à l'égard de l'immigration. Je pense à quelques exemples qui étaient sortis dans la presse il y a un an maintenant. La question du ramassage des asperges. Je ne savais pas que l'Allemagne était si spécialisée dans le ramassage des asperges. Je l'ai découvert, mais pour eux, c'était une catastrophe que les Ukrainiens ne puissent plus venir en Allemagne parce que c'était eux qui faisaient le ramassage des asperges. C'est un problème sans doute physiquement assez pénible. Donc les Allemands, visiblement, ne ramassent pas les asperges. En France, on a eu les ramasseuses de fraises marocaines. Donc la frontière était fermée. Et en Espagne encore plus, puisque c'est surtout en Espagne qu'il y a ces fameuses ramasseuses de fraises qui viennent du Maroc, qui sont des femmes mariées, ce qui permet de mieux contrôler leur parcours migratoire pour l'Espagne, qu'elles ne s'installent pas. Et là, c'était plus possible, par exemple. Donc on a eu, même des pays qui sont assez fermés aujourd'hui dans leur discours à l'immigration, comme la Hongrie et l'Autriche, étaient complètement atterrés de la fermeture de la frontière avec des pays plus à l'est, notamment l'Ukraine par exemple, parce que les personnes qui gardent les gens âgés viennent de là ou de Moldavie. Donc on avait toute une série de situations qui se sont révélées Donc on a besoin effectivement de métiers très qualifiés ou moyennement qualifiés, mais on a aussi besoin de métiers peu qualifiés. Et donc, on a vu l'interdépendance des pays européens. Et je crois qu'on a eu en grand l'illustration du rêve de l'extrême droite, c'est-à-dire les frontières fermées. Et on s'est aperçu que ça n'était pas si génial que ça. Et aujourd'hui, dans le discours de l'extrême droite, tel que j'ai pu l'appréhender, on ne parle plus du rêve de la frontière fermée. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que l'exercice s'est réalisé avec le Covid. Très intéressant ce que vous dites sur finalement l'idée même d'attractivité, parce que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prête l'oreille aux dernières vagues de migrants, notamment en France, on a l'impression que la France n'est plus un Eldorado. C'est plus l'espèce de pays idéalisé qu'il pouvait représenter à une certaine époque, et que lorsque certains migrants sont sur le territoire national, ils conçoivent finalement cette présence comme une phase intermédiaire de leur parcours. Quelle est votre analyse de ce rapport-là ? Je serais plus prudent que vous là-dessus. Bien évidemment, les personnes qui migrent essayent d'avoir des destinations qui correspondent à l'appréciation qu'ils ont d'eux-mêmes et l'appréciation qu'ils ont des pays. Et donc, votre remarque renvoie au fait que les Syriens ne sont pas venus en France, pour dire les choses rapidement, parce qu'ils ne souhaitaient pas venir en France. Mais par exemple, en ce moment, la première nationalité qui débarque au Maroc, ce sont les Algériens. Les Algériens, ils viennent en France. Les Tunisiens qui débarquent en Italie,
ils viennent en France. Et donc, chaque pays a la migration de son histoire et des liens historiques et culturels qu'il a avec un certain nombre de pays. Et donc, nous attirons d'une certaine manière, et nous sommes toujours l'Eldorado, et c'est particulièrement vrai, par exemple, pour les jeunes Algériens qui arrivent, pour un certain nombre de catégories qui ont des liens historiques très forts avec nous. En ce qui concerne les saisonniers, c'est la même chose. Dans l'agriculture, nous avons, même pendant la crise du Covid, des saisonniers marocains ont continué à venir en France pour ramasser les clémentines ou pour ramasser d'autres légumes. Et c'est le seul secteur où on a un peu une migration circulaire, parce que ces travailleurs saisonniers, ils repartent et ils reviennent. En réalité, ils viennent tous les ans pendant 2 ou 3 mois ou 6 mois et ils repartent dans leur pays d'origine, etc. Mais c'est une migration très particulière et qui a une qualification spécifique qu'on ne trouve pas facilement sur le marché du travail. Et la démonstration en a été faite par le gouvernement, qui a appelé les chômeurs à aller ramasser les clémentines ou autres, et ils ne sont jamais venus. Mais la différence entre un certain nombre de pays, en particulier entre l'Allemagne et la France, c'est que la majorité, entre 60% de la migration en Allemagne, elle est européenne, avec en particulier de nouveau de la migration venant des pays d'Europe du Sud, des jeunes Espagnols, des jeunes Italiens, des jeunes Portugais qui sont qualifiés et qui vont. Et puis il y a la migration de pays qui sont des pays très structurés comme la Turquie, où on a quelque chose qui existe en termes de formation primaire, scolaire, etc. Et ce n'est pas le cas de toutes les migrations qui viennent en France, parce qu'on a un certain nombre de pays qui sont depuis très longtemps déstructurés, qui peuvent aussi venir en Allemagne. L'exemple type, c'est des pays comme la Guinée, par exemple, ou même l'Afghanistan, qui est... la France est aujourd'hui le premier pays de la demande d'asile afghane. L'Afghanistan, c'est un pays déstructuré depuis des décennies. J'entends bien cette focalisation sur finalement ce qu'on pourrait appeler les migrants non formés, non diplômés. Mais j'ai quand même l'impression que l'un des traits saillants qui permet de distinguer, par exemple, la migration qui caractérisait la France des années 70 avec ceux qu'on connaît aujourd'hui, c'est quand même la montée en puissance des migrants diplômés. Je vous donne juste un exemple de contexte, qui caractérise le contexte actuel. Beaucoup de Français découvrent la proportion de Maghrébins dans les hôpitaux français, dans les services publics hospitaliers français. Beaucoup de Français découvrent cela. Encore que, en réalité, dès lors qu'ils vont dans ces établissements, ils font le même constat que nous. Et ça, c'est une réalité sociale et sociologique qui n'existait pas dans les années 50, 60, 70. Et ces Maghrébins-là, ce sont des médecins qui viennent des pays du Maghreb, oui, sûr, oui. Et qui ont su s'insérer socialement et qui sont invisibilisés. Cette réalité-là, comment vous l'analysez Alors, d'une part, il y a un certain nombre de gens très diplômés. Effectivement, vous faites allusion à ces médecins que je rencontre quand je vais dans l'hôpital public, soit pour des périodes courtes pour se spécialiser avec le professeur X qui leur donnera une très bonne image professionnelle chez eux, soit pour rester en France. Il n'y a pas que des Maghrébins, il y a aussi d'autres francophones comme des Africains subsahariens, Sénégal par exemple, ou Cameroun. Il y a également des gens qui sont diplômés mais qui n'arrivent pas à exercer dans la qualification de leur diplôme à cause du problème d'équivalence des diplômes. Et je pense pendant très... Alors maintenant, ceux qui sont entrés en grade, si j'ose dire, montés en grade, c'est les Européens de l'Est, les Bulgares, les Roumains. Les communes parfois payent des médecins roumains par la commune pour pouvoir avoir un médecin dans les déserts médicaux, par exemple. Là, aujourd'hui, ça se trouve dans le centre de la France. Bulgares, pareil. Donc, ce sont des gens qui étaient complètement invisibles du temps du rideau de fer et qui maintenant sont européens, donc ont des diplômes européens qui leur permettent d'exercer dans un certain nombre de secteurs. Ça, c'est un premier point. Par ailleurs, on a ces personnes qui ont fait une partie de leurs études en France qui prolongent leur séjour ensuite donc dans des métiers très qualifiés, qui peuvent être aussi pas seulement les médecins, l'ingénierie, etc. Mais on aura aussi, ou à l'université, puisqu'on en recrute de plus en plus, mais également
on va avoir toute une série de gens qui sont assez diplômés ou même très diplômés, mais qui sont déqualifiés parce qu'ils ne trouvent pas pour des raisons diverses qui peuvent être les discriminations à l'embauche, l'équivalence des diplômes, toute une série d'éléments, une faible introduction par des pairs sur leur marché du travail, etc. Tout ça, ça peut être un handicap qui va faire qu'ils seront mal évalués dans leurs compétences. Et puis, on a un autre phénomène dont il a été fait allusion, c'est l'exode des cerveaux dont on ne parle pas beaucoup à l'intérieur de l'Europe. C'est un sujet un peu tabou, mais moi j'ai un collègue italien qui s'appelle Pugliese et qui a fait un livre l'an dernier sur ceux qui partent, quelli che se ne vanno. Et 200 000 Italiens tous les ans diplômés partent travailler dans un autre pays européen. Si on va dans un laboratoire de recherche, puisque c'est mon métier en Suède, en Angleterre, etc., on trouve des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des Portugais, parce que chez eux, il n'y a pas assez d'embauche pour des gens très diplômés. Donc là, il y a un vrai exode des cerveaux de la part de l'Europe, et de l'Europe du Nord en particulier, à l'égard de l'Europe du Sud, dont on parle assez peu. Oui, qui change encore une fois le profil. Absolument. Et je trouve ça assez remarquable et intéressant parce qu'on manque de recul aussi. Oui. D'ailleurs, c'est un signe très grave d'une crise sociétale qui traverse l'ensemble des pays, en particulier des pays d'Europe du Sud, c'est-à-dire cette migration et cette déqualification des diplômés. Parce que la déqualification des diplômés sur le marché du travail, elle concerne bien évidemment ceux qui arrivent comme migrants, mais elle concerne aussi les étudiants qui ont fait des études ici et qui sont, après sur le marché du travail, dévalorisés par rapport aux diplômes acquis. Mais la question des médecins renvoie aussi à un autre problème. C'est le fait qu'on a eu une attitude idiote ici, c'est-à-dire qu'on a mis en place un numerus clausus qui a empêché des dizaines et des milliers d'étudiants d'accéder aux études de médecine, et en même temps on aspire les compétences médicales des pays d'Europe du Sud et en particulier du Maghreb, ce qui nous est reproché dans les débats dans ces pays. En Tunisie, par exemple, Ernerda explique que la France affaiblit la Tunisie parce qu'elle aspire les médecins. Elle aspire de moins en moins de médecins tunisiens parce que le débouché aujourd'hui des médecins tunisiens, c'est plus les pays du Golfe que la France. Mais on peut penser à l'Algérie et le Maroc en partie, même si beaucoup de médecins marocains partent au Québec ou au Canada. Et donc là, il y a une réflexion à avoir. Et en plus, ce qui se passe aujourd'hui, depuis la chute du mur, c'est la concurrence entre les populations qui viennent d'Europe de l'Est et celles qui venaient traditionnellement de nos zones d'influence. Et cette concurrence sur le marché du travail, elle est particulièrement vive. Vous reprenez la question des médecins. Il y avait en Europe de l'Est une très forte tradition médicale de très haut niveau, dont Cuba, d'une certaine manière, est le dernier exemple. Et pendant la crise sanitaire, on a vu des médecins cubains qui, pour la première fois, sont allés dans des pays d'Europe de l'Ouest pour aider à prendre en charge la crise sanitaire. Donc, ils viennent en concurrence. On peut rajouter les travailleurs détachés. Les 500 000 missions de travailleurs détachés en 2019 qui viennent en France, eh bien, c'est des personnes qui, d'une certaine manière, sont là et obstruent la possibilité d'accéder au marché de l'emploi à des personnes qui ont obtenu un titre de séjour ici, mais qui vont apparaître comme moins qualifiées. Parce que notre problème, c'est la marge. Bien sûr, on peut dire il y a une majorité de gens diplômés. Notre problème aujourd'hui, c'est de prendre en charge la fraction, certes minoritaire, de ceux qui ne sont pas diplômés dans une situation sociale globale qui devient de plus en plus difficile. On a déjà évoqué à travers vos échanges et vos remarques, finalement, les obstacles auxquels les migrants sont confrontés, et des obstacles qui ne sont pas forcément de même nature en fonction du profil du migrant. Je pense notamment au fait qu'il faut fondamentalement distinguer notamment les non-diplômés de ceux qui sont diplômés et qui sont par conséquent notamment confrontés à la question de l'équivalence du diplôme. Donc vous avez ce type d'obstacles, mais plus largement, quels sont les obstacles que vous identifiez chez les migrants ou en vue de leur insertion sociale? Et là, ce qui est intéressant à travers cette problématique des obstacles, on voit bien comment il y a un lien entre le social et le sociétal, entre l'insertion sociale et des questions d'ordre culturel. Comment vous appréhendez à la fois la distinction et la relation entre ces dimensions
Je pense notamment à la question de la langue, naturellement, qui se pose en des termes différents. Oui, mais enfin, en France, pour les populations qui viennent de pays ex-colonisés, la langue est un acquis qu'ils ont déjà souvent en arrivant en France et qu'ils peuvent utiliser à des fins professionnelles. J'ai déjà été dans des jurys universitaires où on a recruté au CNRS un Camerounais, plusieurs Maghrébins, etc. Donc ça montre qu'ils accèdent maintenant à des professions considérées comme très qualifiées, auxquelles on ne pensait même pas dans les années 70, puisque beaucoup de migrants étaient des gens qui étaient très peu scolarisés. Donc là, il y a eu un progrès considérable qui a été fait dans le pays d'origine et dans le pays d'accueil à travers les cursus. Alors pour ceux qui... alors ce dont je parlerai, c'est plutôt ceux qui sont issus de l'immigration. Et là, en fait, on en a de plus en plus. Moi, j'ai eu 25 étudiants en thèse, et dont 3 qui étaient issus de l'immigration maghrébine, qui ont été tous recrutés donc, à l'université, j'en suis très fière, française. Ce qui leur manque, c'est surtout le réseau, si j'ose dire, le réseau d'interconnaissance, parce qu'ils viennent de milieux très, très, très modestes. Il y en a un à qui je disais, votre père va être content de lire ce que vous avez écrit sur la banlieue lyonnaise. Ah ben, il me dit, mon père ne sait pas lire. Donc, quel considérable progrès, si j'ose dire, pour quelqu'un qui a fait sa thèse à Sciences Po, qui a maintenant été recruté à Genève. Je me dis, c'est colossal. En France, il y a peu de parcours de cette nature. Un autre aussi, une famille très nombreuse, algérienne, qui a été recrutée au CNAM. Je me dis, c'est un parcours considérable. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on trouvait sous la Troisième République pour des gens qui étaient issus du milieu rural, des exceptions, mais là aussi, aujourd'hui, on a de plus en plus de parcours comme ça. Donc, ça montre... Alors, bien sûr, ce qui leur manque souvent, c'est le réseau pour avoir les codes professionnels, etc., parce qu'ils sont moins bien insérés que d'autres pour aller dialoguer avec tel prof et aller... Voilà. Mais c'est vrai aussi pour le secteur privé. Ils sont handicapés pour des raisons qui sont surtout sociales, à mon avis, pour arriver à être plus nombreux dans un certain nombre de secteurs. Il faut y ajouter aussi, dans certains secteurs, la discrimination à l'embauche, qui est un sujet persistant. Votre analyse Non, mais vis-à-vis des obstacles auxquels sont confrontés tant les migrants que les enfants d'immigrés, quant à leur insertion tout ça sociale. est vrai. Je pense que c'était vrai aussi pour les enfants de paysans portugais, ou pour les enfants de paysans italiens qui venaient dans les années 60 ou 70. C'est pas un phénomène nouveau. Voilà. La difficulté qu'on a eue, nous, et qu'on a... avec des aspects positifs et négatifs. L'aspect positif, c'est que dans les années 60-70, un ouvrier du bâtiment pouvait tomber tous les jours de l'échafaudage. Il était portugais ou espagnol. En réalité, tout le monde s'en moquait et il mourait. Aujourd'hui, on essaye d'être plus attentif. On demande aux personnes de savoir lire au moins les consignes de sécurité. Et il y a un minimum de contrôle. Donc ça, c'est un aspect positif. Mais l'aspect... qui complexifie l'ensemble, c'est effectivement la langue. Bon, et notre pays a été très en retard sur la nécessité vraiment de faire apprendre le français aux personnes qui arrivaient. Je rappelle que dans les années 90, le grand débat qui agite la gauche, les associations et autres, c'est de savoir si on va ratifier ou pas la charte européenne des langues régionales, et pas de savoir si on va apprendre le français à ceux qui arrivent. Bon, on pouvait considérer que c'était moins important quand il y avait un rapport à la langue française pour une partie de l'immigration qui était forte, mais la particularité des migrations aujourd'hui, c'est la perte de la langue française. Elle est vraie au Maghreb. D'abord, elle est vraie au Maghreb par la volonté des gouvernements de ces pays qui, à un moment donné, ont arrêté la scolarisation en français ou ne l'ont réservée qu'aux enfants des élites de ces pays. Et ceux qui arrivent en partie, bien sûr, il y a les enfants des élites de ces pays qui ont appris le français, mais ceux qui en partie qui arrivent et que malheureusement on peut retrouver dans l'Est parisien, ce sont les perdants de ces systèmes. Et ces perdants de ces systèmes, ils n'ont pas été scolarisés en français ou très peu ou très mal. Et puis, il y a ceux qui arrivent dans le cadre de la demande d'asile qui sont beaucoup plus loin du français que notre immigration traditionnelle. Les Afghans sont beaucoup plus loin du français par définition que les personnes qui viennent de l'Afrique
de l'Afrique de l'Ouest, Francophone. mais on peut y rajouter les Albanais, les Géorgiens, qui constituaient il y a encore un an les deuxième, la troisième nationalité en demande d'asile en France. Donc on a des situations difficiles. Le gouvernement a décidé d'amplifier le volume horaire des cours de français. On n'est pas encore au niveau des pays où en réalité on est de cette nationalité quand on parle la langue. On est allemand quand on parle allemand. Voilà. Et donc, ils font 1000 heures de langue. 1000 heures de langue qui ne sont pas totalement gratuites, du reste, contrairement aux 600 heures qu'on a, nous, ici, qui le sont. Mais on est d'abord allemand parce qu'on parle allemand. Voilà. Et nous, on n'est pas d'abord français parce qu'on parle français. Voilà. Et donc, du coup, il y a eu un retard sur cette question-là qu'on essaye de rattraper. Pareil en Italie. En Italie, c'est 1000 heures de cours pour apprendre l'italien. Ça ne veut pas dire que les Italiens soient globalement plus accueillants, parce qu'une des difficultés que nous avons aujourd'hui en Europe, et peut-être que ça fera l'objet du débat, c'est qu'on voit arriver en France, par exemple, des personnes qui ont déjà un titre de séjour en Italie, qui sont très souvent des subsahariens, et qui sont très mal accueillis. Et c'est l'ambiance politique générale, et qui, ici, sont confrontés à la difficulté du marché du travail. Et puis la deuxième difficulté, c'est le logement. Nous avons, une crise du logement, et dont un des aspects est la concentration de la pauvreté ou de l'immigration, et de l'immigration, parce que ça peut être lié, mais comme ça ne peut ne pas être lié, dans certaines zones. Paris, c'est l'exemple type. Paris, c'est une ville qui se vide de ses émigrés progressivement d'année en année. C'est une dynamique liée au marché foncier. Et les immigrés vont en Seine-Saint-Denis, où ils se concentrent de plus en plus dans certaines zones. C'est Aubervilliers, c'est la Courneuve, et qui constituent des ghettos. Avec une absence de répartition de la charge sociale sur l'ensemble du territoire en ce qui concerne la prise en charge de ceux qui arrivent. Et d'ailleurs, cette ghettoisation qui caractérise certains des territoires, de nos territoires, elle est liée au fait que le phénomène migratoire est continu et sans cesse renouvelé. C'est-à-dire que ceux qui partent de ces territoires sont remplacés par de nouveaux arrivants de manière continue. Et ce qui est assez remarquable, peut-être, c'est... l'unique question que je me pose, c'est est-ce qu'on arrive à s'adapter du point de vue des politiques publiques et du point de vue même de notre appareil bureaucratique au nouveau profil. Là, on parle d'Afghans, on parle de Soudanais également. Là, pour le coup, le lien avec la France est pour le moins distendu. Comment on fait ? Est-ce que pour le coup, vous trouvez que notre politique publique s'est adaptée spécifiquement, ou finalement, c'est justement, on est dans une forme de continuité, mais qui précisément est source de défaillance ? Moi, je dirais, c'est plutôt à Didier Lesky de répondre à cette question, puisque c'est lui qui est en charge de la politique publique. Mais moi, ce que j'aurais tendance à dire pour observer la situation, c'est qu'il y a une très grande continuité. Moi, quand je vous parlais de mon livre en préparation, il y a une très grande continuité dans la politique migratoire, et avec beaucoup de retard toujours par rapport aux flux. Il y a toujours un écart entre les nouveaux flux et puis la politique qui suit derrière, difficilement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de jeunes qui dorment dans la rue, il ne faut pas l'oublier, notamment parmi les mineurs isolés non accompagnés, qui devraient être tous sous abri, si j'ose dire. On a des déboutés du droit d'asile, on ne sait pas très bien, ils vont essayer de se faire régulariser, parfois au bout de 10 ans, en travaillant au noir, etc. On a des tas de gens qui sont laissés de côté, si j'ose dire. Mais ça a toujours été, parce que de ce point de vue-là, les banlieues, c'est les anciens bidonvilles, il ne faut pas l'oublier. La France était entourée de bidonvilles dans les années 60, avant qu'on commence à résorber les bidonvilles et à mettre ces migrants qui y habitaient dans les immeubles qu'ils avaient souvent construits, pas pour eux, mais pour des Français qui avaient quitté les bidonvilles, et les logements, les tours et les bars, et qui ont été ensuite occupés par des migrants. Ça constituer toutes ces concentrations que l'on a en France, et 50% des étrangers en France vivent en Île-de-France. Donc c'est colossal comme concentration par rapport à beaucoup d'autres pays où il y a une répartition dans l'ensemble du territoire, comme en Allemagne ou par exemple en Italie. Mais pour revenir sur la langue, effectivement, en France, on s'est un peu désintéressé de ces cours de langue par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne
800 heures offertes pour les réfugiés de 2015. En France, à l'époque, on en était à 400 heures. Ça a été monté à 600 heures. Mais heureusement qu'il y a des associations privées qui font ce travail aussi, parce que sinon, on est très en retard. C'était un sujet qui était considéré comme finalement pas nécessairement essentiel dans les parcours. Donc, il y a eu beaucoup de retard de prix en la matière. Et je pense qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur pour accueillir les Afghans, les Soudanais et tous les nouveaux arrivants des crises diverses qui se répètent à travers le monde et qu'en partie on reçoit chez nous. Zelensky, un mot quand même. Oui, je crois qu'une des évolutions que nous avons, elle est liée à la structuration interne des immigrations. Parce que, bien évidemment, le parcours d'intégration, ce n'est pas simplement une politique publique. Il faut des politiques publiques, il faut des cours de français. C'est aussi la capacité de structuration interne des immigrations et la capacité à dialoguer avec la société. Or, de ce point de vue-là, on a une très grande différence, par exemple, avec ce qu'étaient les Italiens, les Portugais, les Espagnols, qui avaient des structurations internes, qui avaient des liens. L'Église, ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, et même, par exemple, quand on prend l'immigration maghrébine. Les Algériens des années 50, eh bien, c'est structuré par des courants nationalistes qui sont en lien avec le Parti communiste. La thèse de Benjamin Stora sur les Algériens, c'est le fait que 90% des ouvriers algériens sont syndiqués à la CGT. Et donc, ça participe d'une activité sociale qui, dans cette conflictualité, aide au processus d'intégration. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Nous n'avons plus ça. Nous n'avons pas ça, par exemple, parce que la structuration interne des Afghans, c'est pas exactement quelque chose qu'on connaît, et c'est plutôt pris en charge, malheureusement, par des structurations mafieuses. Enfin, il faut le dire comme ça. Et puis, il y a des pays où la dynamique des sociétés s'est effondrée du point de vue de la structuration sociale, et ça a des effets ici. L'Algérie, c'est l'exemple type. Et donc, ça n'aide pas au processus d'intégration. Voilà. Et en plus, je pense qu'il y a un dernier phénomène qu'on ne peut pas nier, c'est que l'écart culturel entre les pays d'émigration et d'immigration s'est agrandi. C'est agrandi parce que nous avons des zones nouvelles qui viennent jusqu'à nous avec des pays que nous ne connaissons pas, et même du reste où les sciences sociales ne se sont pas penchées parce que ce n'était pas leur rayon d'action. Je reprends l'exemple de l'Afghanistan. Voilà, c'est un pays que nous connaissons très peu ou mal, ou dont nous avons perdu la connaissance. Mais c'est pareil pour les sociétés maghrébines. Il y a moins d'études sur les sociétés maghrébines aujourd'hui à l'université qu'il y en avait du temps où Bourdieu faisait son travail sur la famille et la parentalité. Voilà, il y a quelque chose qui ne se fait pas ou qui se fait moins. Voilà, et ça pèse aussi parce que des pays sont fermés. Je veux dire, et je reprends l'exemple de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays qui s'est fermé à partir de 1862. Mohamed Arbi l'explique de manière très structurée, comparé à la Tunisie ou au Maroc, où on a eu un flux régulier de tourisme qui permettait aussi d'avoir un autre rapport à l'autre. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est assez paradoxal avec l'idée qu'on a de la mondialisation, qui tend plutôt à cette idée reçue suivant laquelle elle tendrait vers une forme d'homogénéisation culturelle, presque de manière automatique, alors que c'est beaucoup plus complexe que cela. On assiste à des replis nationaux, assumés par des politiques publiques donc, et par les États eux-mêmes. Alors vous avez cité... on pourrait citer du côté du Maghreb les politiques d'arabisation qui sont traduites au niveau des institutions scolaires. Mais du côté français, vous avez cité également un champ de recherche moins ouvert vers certaines régions, y compris vers des régions plus traditionnelles, comme le Maghreb. On pourrait aussi souligner la difficulté qu'on a en France avec l'apprentissage, ou plutôt l'enseignement de l'arabe, qui est une source vraiment d'interrogation. Et là, pour le coup, c'est là où la part d'irrationnel ou la part de relations historiques et culturelles peut expliquer également certaines politiques publiques, parce que rationnellement, on a du mal à s'expliquer les difficultés à pouvoir développer l'enseignement de l'arabe dans les établissements publics. Ça suscite à la fois de la frustration et des interrogations. Et ce qui est une manière de faire la transition avec le troisième axe de notre échange, à savoir la manière dont finalement ces flux migratoires changent le visage de la société française.
les tensions que cela peut susciter dans une société qui quand même a été construite dans un cadre qui se dit républicain et qui se définit dans le cas français par la volonté de construire justement une république une et indivisible. C'est-à-dire, si on s'en tient à notre tradition, une république qui ne reconnaît que les citoyens ou l'individu à travers le prisme de l'égalité, et donc aucune différenciation d'application du droit en fonction de nos origines, de notre confession, etc. Et en même temps, une différenciation des profils qu'on a rappelés, qui n'est pas totalement nouvelle. Il y a toujours, les migrants n'ont jamais correspondu à un profil type, mais on assiste malgré tout à vraiment une différenciation assez prononcée et qui suscite ces interrogations sur l'émergence d'une société multiculturelle qui pourrait tendre vers une doctrine multiculturaliste. Donc il y a ce débat de fond qui prend beaucoup d'importance dans notre pays. Je voudrais savoir quel est votre avis et quelle est finalement l'espèce d'issue qu'on pourrait trouver dans le cadre de cette équation qui pourrait apparaître comme insoluble. Oui, alors, société multiculturelle, oui, d'une certaine façon, cosmopolite, j'aurais tendance à dire. La France n'a jamais adhéré aux théories multiculturalistes qui existent aux États-Unis, au Canada, en Australie particulièrement. Mais on est dans des sociétés, surtout les grandes villes, mais toutes les grandes villes d'Europe sont cosmopolites, donc ça, c'est pas très nouveau et c'est souvent une source de richesse. Et ce qui m'inquiète beaucoup, et j'ai fait un dossier de la revue Après-demain sur le risque d'ethnicisation auquel on peut assister dans la société française, de la part des Français, mais aussi de la part de certaines personnes issues de l'immigration, c'est que finalement, chacun s'enferme dans sa culture qu'il considère comme inconciliable avec celle de l'autre. Et ça, c'est très, très dangereux. La France est effectivement, en principe, républicaine, croyant aux valeurs d'égalité, de fraternité, enfin plus ou moins, mais de liberté sûrement. Ce que je constate, c'est qu'il y a une nouvelle définition que les gens adorent, c'est l'ethnicisation. Les Français de souche, il faut être de quelque... Moi, j'ai un nom étranger, je suis en partie issu de l'immigration, donc je ne suis pas de quelque part. Et il y a des tas de gens, quand on va en province, vous dire, vous êtes d'où? Ah ben non, moi je suis de Paris. Ah bon, vous êtes... Ah bon. Pas avoir de terroir, ça c'est quelque chose qui marque, qui distingue d'une certaine façon certains d'autres. Donc ça, c'est un problème dans toute la France. C'est étonnant, parce qu'avant, c'était beaucoup moins marqué. Donc un processus d'ethnicisation aussi bien locale que par rapport à une référence nationale que l'on trouve de plus en plus, et c'est très dangereux, effectivement. Et donc, il distingue d'un côté des gens qui seraient de souche, alors que la France, un Français sur 4 a un grand-parent ou un arrière-grand-parent étranger. Donc, c'est une sorte de mauvaise compréhension de ce qu'est la société française. Et de l'autre côté, des gens qui s'ethnicisent parce qu'ils ont été rejetés aussi et qui vont s'enfermer dans une culture qu'ils auront bricolée. Et ça, c'est très, très dangereux. Je crois que ça, c'est un processus. Mais néanmoins, le cosmopolitisme apporte beaucoup. Les pays d'Europe, notamment, qui rêvent de l'homogénéité nationale, sont dans un processus de repli très dangereux. L'an dernier, à cette période-là, je suis allée en Hongrie. Le dernier voyage que j'ai fait avant le confinement, c'est un pays qui se replie et les universités sont tout à fait inquiètes de ce repli politique qui est engagé par le gouvernement. Mais c'est vrai aussi dans beaucoup de... La République tchèque a tendance aussi à se replier, etc. Pardon, et qui se répercutent sur leur politique migratoire. Complètement, oui, tout à fait. Ça va de soi, malheureusement. Mais c'est un appauvrissement culturel considérable. Ces pays faisaient partie de l'Empire austro-hongrois, qui était le grand creuset riche de sa diversité intellectuelle de l'Europe, ce qu'on oublie. La Russie, pareil, etc. Donc il y a un danger de repli culturel, d'appauvrissement tous azimuts, avec le refus du cosmopolitisme à cause du processus d'ethnicisation auquel on assiste dans presque tous les pays européens. Et je crois que ça, c'est un danger très grave. Didier Lesky, qu'en pensez-vous de cette double dynamique
Oui, non, mais elle est indéniable. En France, on est passé des petites patries de Charles Maurras à chacun sa race. Hein. C'est le discours des racisés, quoi. Voilà, et c'est extrêmement dangereux. Et en même temps, ça obscurcit le fait qu'il y a un processus d'intégration qui existe. Enfin, on a eu une garde des Sceaux qui s'appelait Rachida, une ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Najat. C'est quand même pas rien, hein, je veux dire, en termes de symboles. Donc, et on n'a jamais eu autant de diversité à l'Assemblée nationale qu'aujourd'hui, avec des personnes de toutes origines. Donc, il y a un processus qui se fait, mais en même temps, il y a un repli, hein, qui est indéniable et qui est le refus, d'une certaine manière, de faire société et de réhabiliter des mots qui sont des mots qui vont à l'encontre de l'idée d'émancipation. Le mot race en faisant indéniablement, à mon sens, partie. Et puis après, il y a cette pression d'une partie de l'Europe qui n'a pas la même tradition d'ouverture, en tout cas pas la même histoire récente, contemporaine vis-à-vis de la migration, parce que c'était des pays fermés. Et c'est le drame des anciens pays d'Europe de l'Est communistes, hein, qui sont dans une dynamique nationaliste, et en particulier la Hongrie, qui est raciste. Hein, mais la Hongrie, c'était un pays antisémite. Et voilà, elle réactive ça de manière très profonde, et puis avec des reculs sur les droits individuels de chacun. On peut penser à la Pologne et la question de l'avortement, etc. Bon, mais ça c'est vrai. Voilà. Et se rajoute à cela le fait que au sud du monde, on a aussi des rétractations de ce type, hein, et qui pèsent sur la conscience de ceux qui arrivent. Voilà, et ils ne sont pas exempts de ça. Et en plus, ils peuvent être en lien constant avec les pays d'origine dont les gouvernements mènent une bataille frontale contre ce que nous représentons. Hein. C'est le problème de la Turquie, par exemple. Hein, la Turquie, c'est un pays structuré, une longue tradition administrative, c'est une puissance, hein, militaire, régionalement c'est même une puissance économique. Elle a une propagande aujourd'hui extrêmement structurée, avec des relais en France, et qui peuvent être par exemple des obstacles à un moment donné sur l'idée du bien commun, de l'intégration. Et on l'a vu récemment par exemple autour de la question de la charte de l'islam de France, où les deux organisations qui ont organisé le refus de manière structurée ne l'ont pas fait en fonction d'intérêts des fidèles musulmans ici, mais l'ont fait directement en fonction des intérêts de l'État turc, et l'ont manifesté comme tel. Il y a manifestement, incontestablement, une dimension géopolitique et même des logiques transnationales qui ne sont pas nouvelles pour le coup, et qui jouent sur la réalité migratoire en France. Mais en même temps, vous êtes allé très vite sur la dynamique nationaliste qui traverse l'Europe, en l'accent sur le cas de l'Europe comme continent, mais la France n'échappe pas à cette dynamique. Simplement pour préciser quand même que, vu de l'extérieur, on est quand même regardé comme un îlot sur un certain nombre de questions. Je veux dire par là que nous faisons la une des journaux aussi sérieux que le Washington Post, que le New York Times, sur notre manière d'appréhender un certain nombre de questions. Nous sommes également, je veux dire par là que cette question du nationalisme, elle s'est traduite institutionnellement, je le rappelle, par la création d'un ministère de l'identité nationale. Un ministère de l'identité nationale. Ça aussi, ça a fait date et ça interroge sur notre manière d'appréhender la question de l'immigration d'une part et de l'intégration d'autre part. Comment illustrer également ces dynamiques ? L'extrême droite est au second tour de l'élection présidentielle en France. Ce n'est pas un accident de l'histoire, 2002. On tend vers une forme de structuration de la vie politique autour d'un pôle d'extrême droite. Et ça aussi, c'est regardé avec un regard pas seulement critique, d'interrogation sur ce qu'est la République aujourd'hui en France, sur le regard porté sur l'autre dans la société française, avec ces signaux qui sont objectifs, factuels. Et là, c'est pour ça que je ne mobilise pas tout ce qui est polémique, hein, les notions d'islamophobie, la notion de race. Même en mettant de côté ces notions polémiques, il y a des faits objectifs qui font que la France est regardée, y compris au sein du monde occidental, comme ayant un problème avec la question de l'autre.
Écoutez, je ne sais pas si au sein du monde occidental, beaucoup de gens ou beaucoup de pays ont des leçons à nous donner. Je ne suis pas sûr que C'est les pas une question Américains... de leçon, c'est le regard qui est porté sur mais nous. même en termes de regard, je ne suis pas sûr que les Américains non plus et le Washington Post aient vraiment beaucoup de leçons à donner en la matière. Et je pense qu'il y a parfois une facilité à critiquer les autres pour ne pas se regarder soi-même. Mais voilà, et l'Autriche, enfin, on voit par exemple en termes de législation, je veux dire, le durcissement des législations en Europe est beaucoup plus fort que ce qu'on a connu en France. Je veux dire, par exemple, sur la question de la place de la religion dans l'espace public, on est un pays très largement ouvert, et beaucoup plus qu'un certain nombre de pays. Mais en plus, il faut, je crois, faire attention à ce que nous disons, parce que je pense, moi, que la France demeure un pays très accueillant, et beaucoup plus accueillant, par exemple, que dans les années 70. On a complètement oublié que dans les années 70, on avait en France des ratonnades, des foyers de travailleurs migrants qui étaient attaqués, des dizaines de morts, etc. On n'a pas ça. On a ça en Allemagne, on a ça en Italie, mais on n'a pas ça en France. Voilà. Et donc ça, c'est un élément objectif, si vous voulez. Et on a eu, certes, pas un nombre considérable de demandeurs d'asile qui sont arrivés, mais par exemple, quand on a fait le démantèlement de la lande de Calais, un certain nombre de personnalités de droite a expliqué que l'OFII allait créer le chaos à travers la France. Il n'y a pas eu un seul lieu d'accueil de demandeurs d'asile attaqué. Et depuis 2015, il n'y a pas un seul lieu de demandeurs d'asile attaqué. Donc ça, c'est un signe, et c'est le signe que la population est en général beaucoup plus ouverte qu'une partie de sa classe politique. Et donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas stigmatiser l'ensemble de la population française en écoutant certains discours, parce que dans les actes et de manière très concrète, c'est pas exactement ce qui se passe, et on peut le remarquer. Catherine Whittle de Vinden parlait du tissu associatif. On a un tissu associatif qui s'est manifesté pour la prise en charge des demandeurs d'asile, qui prouve qu'on n'a pas ce rejet-là. Voilà. Et on n'a pas la même chose actuellement en Italie, où la situation est beaucoup plus tendue pour les migrants qu'elle ne l'est en France. Je rappelle que la Hollande est rentrée dans un processus de durcissement par rapport à ces populations, qui nous font dire que les critiques qu'ils nous faisaient en 2004 sur la loi sur le foulard, eh bien aujourd'hui, ils sont très largement au-delà en termes de dureté vis-à-vis d'une partie de l'immigration que ce qui nous était reproché à l'époque. Mais enfin, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a inventé l'apartheid sur le plan philosophique. Alors sur la France, effectivement, on est regardé un peu de travers, si j'ose dire, comme vous le disiez, par notre affirmation du républicanisme très, disons, considéré comme un peu archaïque, assimilationniste, disent nos voisins, parfois américains par exemple, et surtout par notre rejet des statistiques ethniques. Moi, personnellement, je suis contre les statistiques ethniques, mais ce serait un autre débat, parce que je pense que ça contribue à l'ethnicité des personnes qui sont obligées de se définir comme telles, et même s'il y a un petit gain pour la lutte contre les discriminations, le reste changerait la définition française de la nation, qui ne se définit en rien sur des critères ethniques. Donc ça, c'est une part. Mais on est considéré, les Anglais nous disent, mais pourquoi pas de statistiques ethniques, les Américains aussi, beaucoup de pays nous trouvent archaïques dans notre modèle républicain. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais sur la montée de l'extrême droite, c'est vrai dans beaucoup de pays. Elle est même arrivée au pouvoir, il ne faut pas oublier, en Italie quand même, sans parler des pays d'Europe centrale et orientale. En Autriche, elle n'est pas loin. En Autriche, elle n'est pas loin. En Belgique, elle est très présente aussi, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de pays sont confrontés au populisme, notamment au Royaume-Uni, contre les migrants, surtout européens, ce qui nous surprend, nous, puisque en fait, considérer que l'ennemi numéro un, c'est le polonais. C'est une chose qu'on a peut-être vue dans les mines il y a un siècle, mais qui n'est plus du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais c'était ça en Angleterre, parce que les gens du Commonwealth sont électeurs et éligibles. Excusez-moi, et juste sur le Brexit aussi, c'est très Absolument. intéressant comment la question de l'immigration a pesé sur le Brexit. Et notamment sur les Polonais. Les Polonais, parce que les Anglais ont ouvert dès 2004 leur marché du travail aux Polonais, et que les petits blancs, si j'ose dire, britanniques au chômage, considéraient que ces gens-là leur faisaient une concurrence éhontée sur le marché du travail. Alors que les gens du Commonwealth, c'est le nous, parce qu'ils sont électeurs et éligibles à toutes les élections au Royaume-Uni. Donc c'est une autre approche des choses. Mais pour sortir un petit peu de ce débat, j'aurais tendance à dire que
tous les pays européens sont concernés par la montée des populismes, et pas seulement, puisque on le voit aussi en Inde, on le voit aussi un peu en Russie, on le voit aux États-Unis d'une autre façon dans l'épisode de Trump. Donc c'est pas et aussi dans d'autres pays en Amérique latine aussi, au Brésil. Donc c'est pas si incongru, si j'ose dire. Mais ce qui frappe la France, c'est la tentative de pêche aux électeurs en essayant de récupérer l'électorat du Front National. L'initiative du ministère de l'Identité nationale, c'était quand même ça. Le dernier discours de Nicolas Sarkozy, c'était sur le thème de l'étranger. Lui-même, il est issu de l'immigration hongroise. Et son dernier thème, c'était l'étranger, ce qui est hallucinant, si j'ose dire, en France, parce que je ne pense pas que c'était la préoccupation majeure des Français quand il a perdu les élections en 2012. Donc ça c'est une sorte de pêche à l'électorat d'extrême droite sur laquelle il a d'ailleurs échoué. Mais c'est une parenthèse. Mais ça, ce qui caractérise la France, c'est ça. C'est à la fois l'affirmation de son républicanisme avec toute une série d'indices comme le rejet des statistiques ethniques, la redéfinition en permanence de l'intégration sur un certain nombre de valeurs républicaines, l'interdiction ou presque du foulard à l'école, etc. depuis 2004, ce qui surprend nos voisins britanniques. Mais en même temps, la pêche à l'électorat d'extrême droite qui, au contraire, lui, essaye d'attiser les différences et notamment l'ethnicisation de la société. Donc là, il y a une vraie contradiction en la matière et je crois que ça, c'est un vrai sujet. Et de même que l'écart entre la population et les politiques publiques, on le voit pour l'aide aux même pas aux réfugiés, aux sans-papiers qui parfois demandent l'asile. L'affaire Cédric Herrou, ça a quand même stupéfait nos voisins étrangers, surtout italiens, parce que je trouve que j'enseigne assez souvent en Italie, pas en ce moment, mais habituellement. Le fait que quelqu'un qui aide à traverser la frontière bénévolement à des gens qui veulent quitter l'Italie pour aller en France, surtout des Africains, et que l'affaire soit allée jusqu'au Conseil constitutionnel et qu'il ait gagné sur le terme de la fraternité, ça a quand même surpris. Il y a des gens qui aident aussi à passer la frontière depuis plusieurs années, même du côté du col de l'Échelle, à côté de Briançon. Certains ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Donc c'est surprenant quand même, puisque ce sont des justes d'une certaine façon. Donc je ne sais pas comment, dans 50 ans, on regardera l'attitude de la France à l'égard de ces associations qui souvent font un travail d'accueil de bonne foi, complètement désintéressé et qui en fait contribuent simplement à maintenir en vie les gens qui essayent de traverser les frontières. Ce qui est donc de nature à nourrir le trouble du regard. On est d'accord. Tout à fait. Le regard est mitigé. Les acteurs sont eux-mêmes très différenciés. Un mot peut-être pour rebondir, monsieur? Non, mais bien évidemment, le regard pourrait être troublé. Et on ne peut pas dire que j'ai vu une formule, voilà, comme je me compare, je me console. Et quand je me regarde, parfois je me désespère. Voilà. La comparaison avec l'Italie, je connais un peu l'Italie aussi. Si vous voulez, l'accès à la santé pour les migrants en Italie, c'est quand même pas simple. L'accès à la scolarisation de ceux qui sont sans papier, pour les enfants de ceux qui sont sans papier en Allemagne, c'est quand même pas simple, alors qu'ici c'est une évidence. Enfin, il y a des choses qui sont à chaque fois comparables et avec des systèmes qui sont différents. Mais sur la question du rejet de l'autre ou de la montée du populisme ou des mécanismes d'exclusion, c'est vrai que ça traverse l'ensemble du monde. Enfin, comme on est à l'Institut du monde arabe, voilà, l'idée, par exemple, du refus de la double nationalité tel que c'est actuellement débattu en Algérie, je peux vous dire que ça a des effets sociaux en France. Ah oui. Et c'est un problème à la fois pour l'Algérie et pour la France. Je veux dire, et c'est pas simple. Et du reste, on va s'interroger à un moment donné sur l'équipe nationale de football algérienne qui a gagné la Coupe africaine des nations et du nombre de binationaux chez les footballeurs et les complexités que ça va pouvoir engendrer, si vous voulez. Et donc, on a un phénomène mondial. Question qu'on a eue en France sur la table publique, qui a fait même débat à l'échelle internationale. Oui, mais on n'a jamais voté l'interdiction de la double nationalité.
On a eu quand même une Voilà. initiative présidentielle voulant Oui, mais qui n'est consacrer la fin bien sûr, mais qui était la déchéance de nationalité et qui a coûté très cher à celui qui l'a Oui, mais la question a été lancé. posée officiellement. Et ce qui est remarquable, c'est que ce refus a traversé l'ensemble des familles politiques. On a trouvé des gens qui ont refusé cela, qui étaient des républicains, comme on a trouvé des gens de gauche, etc. Et on va voir comment les choses vont aboutir. Et l'acceptation était aussi transpartisane. Non, elle a été majoritairement hostile. Et l'acceptation aussi. Le Premier ministre était pour, il était de la famille de gauche, et l'initiative était soutenue par l'extrême droite. Oui, mais vous ne me ferez pas comparer. Vous me ferez pas comparer la situation par rapport à la double nationalité, au droit à la différence entre la France et l'Algérie. Ça, je pense que là, il y a quelque chose. Voilà, je ne compare pas, je parle juste de la situation française que je connais mieux. Et je pense que du point de vue de ce qui se passe à l'échelle du monde, ce qui se passe, c'est globalement le refus de l'autre. Et ça se manifeste dans des tas de domaines. L'Europe n'en est pas exempte, mais l'ensemble du monde n'en est pas exempt. Et c'est pour ça que la comparaison ou l'idée de dire que ici c'est pire qu'ailleurs, ça ne peut pas être comme ça. Voilà. Je ne pense pas que le problème soit de dire que c'est pire. Personne ne considère que la France est pire qu'ailleurs. C'est vraiment l'inverse. Le problème, c'est que la France, comme les États-Unis, partage quelque chose qui est un discours exceptionnaliste qui est tiré d'un universalisme. Et c'est là où, finalement, la République, en France, paye un peu ce coût de l'exception. On n'est peut-être pas à la hauteur de l'exception qu'on revendique, qu'on a déjà démontré par le passé, par certains moments. Une histoire tout à fait noble, notamment à partir de la Révolution française, qui a su décliner un discours véritablement universaliste. Le problème, c'est que là où on est peut-être critiqué de manière plus radicale que d'autres pays, et c'est en cela que l'analogie n'est pas forcément la méthode la plus appropriée, c'est qu'on défend une exception française que d'autres sociétés ou d'autres pays ne défendent pas, ou n'ont pas la prétention d'incarner. Et à partir du moment où on se présente notamment comme le pays des droits de l'homme, où on se présente aussi comme une république universaliste, et que dans le même temps, on affiche des statistiques en matière de discrimination à l'embauche, du fait des origines, eh bien là, vous avez progressivement un décalage qui nourrit précisément un regard critique à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Voilà, peut-être un dernier mot de conclusion qui vous revient légitimement, et puis on aura peut-être fait le tour du débat. Ce qui me frappe surtout, c'est la diversité des points de vue sur ces sujets, le décalage entre finalement un certain nombre d'acteurs qui sont sur le terrain, et notamment sur le terrain local, et puis les politiques publiques qui sont annoncées au niveau national et au niveau européen, ce qu'il ne faut pas oublier, puisque le pacte européen sur l'immigration et l'asile en ce moment est sur la table, et ce n'est pas du tout disons une remise à plat de ce qui avait été annoncé, mais plutôt une reprise de la politique très sécuritaire de l'Union européenne, mais ce serait un autre sujet. Donc il y a plusieurs niveaux, si j'ose dire, d'intervention. Un niveau relativement généreux qui est global, le pacte de Marrakech. Ensuite, on a un durcissement régional pour l'Europe avec le pacte européen, une politique publique qui essaye de gérer ce contexte à l'échelon national, et puis à l'échelon local, on a des attitudes très différentes entre des mairies qui peuvent être tenues par des proches de l'extrême droite, et puis des gens qui sont dans un volontariat admirable, qui, eux, se disent on ne peut pas faire ça, moralement, il faut agir, et donc qui parfois se retrouvent devant les tribunaux. Monsieur Leski, dernier mot. Oui, je crois que la République, c'est une exigence, c'est un combat, voilà, c'est un combat qui n'est jamais terminé, et donc il faut continuer à le mener. Mais dans ce combat-là, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser outre mesure une grande partie de la population française qui, je crois, demeure extrêmement accueillante et aussi a démontré une très grande capacité d'empathie au moment où il fallait le faire. Je vous remercie. L'une et l'autre pour cet échange extrêmement riche, extrêmement fructueux. Et j'espère que les participants indirects à ce débat seront satisfaits de cette offre. Je vous remercie.